Salut à tous, on s'attaque aujourd'hui à un énorme morceau de l'histoire contemporaine, la Première Guerre mondiale. L'idée ici, c'est de vous donner toutes les clés en main pour maîtriser ce chapitre à fond, spécialement pensé pour vos révisions du brevet. On va décortiquer ensemble cette machine effroyable qu'est la guerre totale, alors on plonge direct dans le vif du sujet. Au programme de ce décryptage, on va suivre un plan d'attaque très clair. D'abord, on verra les causes du conflit, ensuite les fameuses 3 phases de la guerre, l'enfer de la guerre totale, le bilan humain, et enfin la toute nouvelle carte de l'Europe à la sortie de ce chaos. Première étape, donc, les causes du conflit. Comment en est-on arrivé là? Bon, il faut s'imaginer qu'avant 1914, l'Europe, c'est littéralement une poudrière. On a un continent complètement fracturé par des nationalismes très forts et surtout divisé en 2 gros blocs d'alliances militaires qui se regardent en chien de faïence. La triple entente d'un côté et la triple alliance de l'autre. Et l'étincelle qui met le feu aux poudres, elle a lieu le 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier de l'Empire austro-hongrois, se fait assassiner à Sarajevo. La petite histoire dans la grande, c'est qu'une simple erreur de parcours de son chauffeur a placé sa voiture pile devant son assassin. C'est fou quand on y pense. Et là, par le jeu des alliances, l'immense machine de guerre européenne s'emballe en l'espace de quelques semaines seulement. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, les 3 phases de la guerre. C'est un point de passage absolument obligatoire pour l'examen. Alors le conflit se découpe en 3 temps bien précis. Ça commence en 1914 par ce qu'on appelle une guerre de mouvement. C'est très offensif, les armées avancent très vite. Sauf que voilà, les pertes sont tellement colossales que le front finit par se figer complètement. Et là, de 1915 à début 1918, on bascule dans la guerre de position. C'est la terrible guerre des tranchées. Et enfin, en 1918, boum, reprise de la guerre de mouvement qui nous mènera jusqu'à la fin du conflit. Si on regarde cette chronologie, on repère bien cette énorme période au centre, l'année 1916, en plein cœur de la guerre de tranchées, avec l'enfer de Verdure. Et puis juste après, 1917. C'est vraiment l'année charnière. Pourquoi? Parce qu'on a la révolution russe d'un côté, et surtout l'entrée en guerre des États-Unis. Un vrai tournant historique qui va redonner l'élan aux Alliés pour l'année suivante. Faisons une petite pause vocabulaire, indispensable pour le brevet. La guerre de position. Concrètement, c'est une phase totalement défensive. Pour survivre au tir des armes modernes, les soldats n'ont pas d'autre choix que de s'enterrer dans des tranchées, creusées directement dans la terre. Ils essayent de tenir leur bout de terrain, coûte que coûte. Un véritable blocage dramatique. Troisième partie. On va zoomer justement sur cet enfer, ce qu'on appelle la guerre totale. Le conflit s'enlise tellement qu'il va falloir aller puiser dans absolument toutes les réserves. Et c'est ça la guerre totale. C'est quand une société entière mobilise 100% de ses ressources militaires, économiques, mais aussi humaines, avec une seule obsession, la victoire. La guerre ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, elle aspire littéralement la société civile tout entière. Du coup, à l'arrière, tout le monde s'y met. Les femmes vont remplacer les hommes partis au front, notamment pour faire tourner les usines d'armement. Les États prennent le contrôle de l'économie et lancent d'énormes emprunts nationaux pour financer le massacre. Et pour s'assurer que le moral de la population ne lâche pas, eh bien, la propagande et la censure tournent à plein régime. Sans oublier bien sûr l'implication massive des colonies. C'est vraiment un effort à l'échelle du globe. Regardez un peu comment s'organise une ligne de front. Vous avez la première ligne de la tranchée française, protégée par tout un réseau de barbelés, et juste en face, la tranchée allemande. Entre les deux, le fameux No Man's Land, une zone totalement dévastée et mortelle. C'est cette proximité absurde et terrifiante avec l'ennemi qui rendait le quotidien complètement insoutenable. C'est précisément là-dedans que survivaient les poilus, le surnom célèbre des soldats français de la Grande Guerre. Alors oui, ça vient en partie de l'impossibilité de se raser correctement, mais il faut aussi se rappeler qu'au XIXe siècle, avoir du poil, c'était le symbole même du courage et de la virilité. Totalement privés d'hygiène, ces hommes affrontaient tous les jours la boue glaciale, la faim, les rats, et vivaient avec cette peur permanente de mourir sous un obus ou lors d'une attaque au gaz. Et si on veut vraiment comprendre ce qu'est la violence de masse et la guerre industrielle, il suffit de se pencher sur la bataille de Verdun en 1916. C'est effarant. Imaginez un peu, 300 jours de combat ininterrompus, 53 millions d'obus tirés. L'artillerie écrase littéralement les hommes sous un tapis d'acier. On est sur une violence à la chaîne, complètement inédite dans toute l'histoire de l'humanité. Sauf que cette violence inouïe n'a pas épargné les civils, bien au contraire. Il est indispensable d'aborder ici une autre définition clé, celle du génocide, c'est-à-dire l'extermination volontaire, organisée et ultra systématique de tout un peuple simplement en raison de ses origines ethniques ou religieuses. C'est sans doute l'un des aspects les plus sombres de ce conflit. Et le premier génocide du XXe siècle a lieu dans l'Empire ottoman.
Dès 1915, le gouvernement turc, qui soupçonne la minorité arménienne de trahison, organise des déportations massives vers des zones désertiques en Syrie, comme on le voit sur ses itinéraires. Avec les massacres ciblés, l'épuisement total et les famines programmées, on estime que ça fera entre 1 et 1,5 million de victimes arméniennes. Quatrième point de notre révision, l'heure des comptes, avec un bilan humain effroyable. En novembre 1918, le fracas des armes finit enfin par s'éteindre. Et là, dans les ruines, on fait les comptes. 10 millions. Rien que ce chiffre donne le vertige. 10 millions de soldats tués sur les champs de bataille en l'espace de 4 ans. Derrière cette simple statistique, il faut entendre toutes ces vies balayées pour réaliser l'impact monumental de cette tragédie. Et les victimes ne se limitent malheureusement pas aux morts. On compte aussi 6 millions de soldats gravement mutilés. Ceux qu'on a tristement appelés les gueules cassées, défigurés par les armes industrielles. À l'arrière, on se retrouve avec des millions de veuves et des millions d'orphelins. Les sociétés européennes en ressortent complètement brisées, traumatisées, ce qui va d'ailleurs donner naissance à de très forts mouvements pacifistes. Le deuil est absolument partout. Cinquième et dernière partie, la nouvelle carte politique. Car le monde entier va être bouleversé. L'événement qui arrête le massacre, c'est l'armistice. C'est l'accord par lequel on suspend officiellement les combats. L'Allemagne n'en peut plus, elle capitule, et cet armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon dans la Clairière de Rétonde, en France. C'est le coup d'arrêt de la Grande Guerre. Mais quand on regarde la carte de l'Europe après ça, elle est complètement méconnaissable. D'un côté, on assiste à la chute historique de 4 immenses empires, l'Empire allemand, l'Austro-Hongrois, l'Ottoman et le Russe. Ils sont tout simplement rayés de la carte. Et de l'autre, on a plein de nouveaux petits États très fragiles qui voient le jour sur leurs cendres, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Sur le plan politique global, c'est aussi un séisme. En 1917, la révolution russe entraîne la mise en place du communisme par les bolcheviks. Puis, en 1919, les puissances victorieuses dictent la paix avec de nouveaux traités, dont le fameux traité de Versailles. Et pour essayer d'éviter qu'une telle horreur ne se reproduise, on crée même une organisation internationale, la Société des Nations, la SDN. Le problème, c'est ce mot, le diktat. C'est exactement comme ça que l'Allemagne perçoit le traité de Versailles. Le pays est jugé comme le seul responsable du conflit. On leur impose des sanctions territoriales, militaires et financières incroyablement sévères, et les Allemands ne sont même pas conviés aux négociations. Pour eux, c'est une humiliation profonde, un texte qu'on leur a imposé par la force. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Ces traités de paix de 1919 ont-ils vraiment posé les bases d'une paix durable, ou est-ce qu'ils ont tout simplement semé les graines d'une rancœur qui pavera la voie, à peine 20 ans plus tard, à un second conflit mondial encore plus destructeur? C'est sur cette question vertigineuse qu'on termine cette analyse. Bon courage à tous pour vos révisions et on se retrouve très vite pour décrypter une nouvelle page d'histoire.